Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube, abonnés également de l'application. Et pour ceux qui sont sur la chaîne YouTube, ne saurais que vous recommander de vous abonner à l'application pour avoir accès à nos documentaires. Alors, des documentaires, il y en a aussi en accès libre. Vous l'avez pu vous en rendre compte ce week-end, puisque nous avons mis notre dernier reportage Congo, les mines de sang, en accès libre sur la plateforme Omerta, sur la chaîne YouTube d'Omerta. Donc vous pouvez actuellement le voir. Mais pour l'ensemble des autres documentaires, eh bien, ça, c'est sur l'application et ça vaut vraiment le coup d'aller voir toutes les productions, tout le travail, le cœur du métier d'Omerta qui se trouve sur cette application. Alors, aujourd'hui, nouvelle édition du Grand Entretien. Et pour ce Grand Entretien, aujourd'hui, puisque nous allons parler beaucoup de Congo, beaucoup d'Afrique, beaucoup de la région des Grands Lacs, et j'ai la personne peut-être la plus idéale, je dirais, pour évoquer toutes ces questions, Bernard Lugan. Bernard Lugan, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir à nouveau sur la chaîne YouTube d'Omerta. La dernière fois, c'était pour parler de votre livre sur l'Algérie et de toutes les questions justement liées au conflit algérien. À l'époque, nous étions en pleine phase comment on va dire, un nouvel épisode entre Macron et le gouvernement algérien. Bref, sur fond d'affaires Boualem-Sansal. Aujourd'hui, on change de sujet, on reste en Afrique. Bernard Lugan, vous écrivez un blog qui s'appelle Afrique réelle, que je recommande aussi. Vous êtes un spécialiste de la région, vous avez passé 11 ans dans cette région des Grands Lacs. Vous avez été également, et je le précise, c'est important, expert pour le tribunal pénal international pour le Rwanda. Première question, elle a trait à notre reportage que nous venons de diffuser. Omerta donc s'est rendu en juillet en République démocratique du Congo. L'accord établi entre le Rwanda et la RDC sous la houlette de Trump tarde visiblement à être signé à la Maison-Blanche. Il devait y avoir le président Tshisekedi et le président Kagame devaient se rendre à la Maison-Blanche. Est-ce que vous croyez à un changement de dynamique, à une paix durable dans la région, si les États-Unis aident la RDC et si cet accord finit par voir le jour, je dirais dans sa phase, finit par être vraiment appliqué? Il y a des constantes historiques, les marxistes auraient dit des lignes de force, des constantes historiques qui sont très simples. Vous avez l'immense RDC, qui est un État artificiel, qui a un vide forestier en son milieu et qui est peuplé sur ses périphéries. Et ces périphéries sont peuplées de populations qui ont souvent des vieux passés historiques, notamment dans le sud et dans le nord. Et vous avez à l'extrême est, dans la région des Hautes-Terres, un État qui est historique, qui a plusieurs siècles d'existence, qui est tout petit géographiquement, mais qui a un puissant passé historique, qui est surpeuplé et qui considère depuis toujours toute la région du Kivu comme son exutoire. Et ce Rwanda ne peut vivre que s'il bénéficie d'une manière ou d'une autre de cet exutoire du Kivu, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que le pays est surpeuplé, on est peut-être maintenant à peu près 14 millions d'habitants. Moi, quand je suis arrivé au Rwanda en 1972, il y avait à peu près 4 ou 5 millions d'habitants. En 83, quand j'ai quitté la première fois, il y avait quasiment 8 millions d'habitants. Il y a eu le génocide avec 1 million de morts, et aujourd'hui, il y a 14 millions d'habitants. Et sur une superficie qui est à peine la Belgique, et encore des espaces qui ne sont pas cultivables, où il y a de la montagne, du marécage. Donc, ce pays est condamné au collapsus démographique si, d'une manière ou d'une autre, il n'exporte pas sa surpopulation. Et pour exporter sa surpopulation, il n'y a pas 36 directions. Au nord, c'est impossible, c'est l'Ouganda. À l'est, c'est la Tanzanie avec le Karagwé et les espaces qui ne sont pas colonisables. Au sud, le Burundi qui est aussi peuplé que le Rwanda. Donc il y a l'ouest. L'ouest, c'est-à-dire le Kivu, la RDC, l'ancien Zaïre. Deuxième raison, le Rwanda ne produit rien. Il ne produit rien. Euh, donc il a besoin des richesses du Kivu. Et aujourd'hui, le Rwanda exporte une grande partie
de ces richesses du Kivu sous label rwandais. Donc des sociétés écrans qui sont créées au Rwanda et qui importent les minerais, les diverses richesses de ce Kivu et qui sortent avec le label Rwanda. Et tout ceci, bien sûr, c'est un trafic. Et ceci explique une des raisons du miracle rwandais, parce qu'il ne faut pas le nier, ce miracle rwandais, il existe. Et ce miracle rwandais qui repose en grande partie, pas uniquement sur les dons qui sont faits par les pays européens et scandinaves, mais qui repose essentiellement sur le pillage des richesses du Congo. Toute la question est de savoir si le Congo est capable de rétablir son autorité sur le Kivu. Et c'est pour cela que nous sommes au cœur de cette guerre menée par le M23, c'est-à-dire par le Rwanda. Mais le M23, si vous voulez, n'est que l'habillage actuel de cet impérialisme rwandais vers le Kivu. Il y a eu bien d'autres mouvements avant. Et chaque fois qu'un mouvement est discrédité par la pression internationale et par les médias internationaux, le Rwanda crée un autre mouvement qui prend un autre nom, mais qui recrute toujours de la même manière et qui est toujours soutenu de la même manière. Le but du Rwanda, c'est un but qui ne bougera pas, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, maintenir cette région du Kivu dans l'orbite économique et culturelle et politique du Rwanda, d'une manière ou d'une autre. Alors, ce Rwanda, depuis le début de l'année, le M23, qui est son proxy, a conquis les villes de Bukavu et de Goma. Actuellement, la ville de Uvira est menacée. Le M23 est sur les hauteurs d'Uvira, nous dit-on. Le M23 ne se contente pas simplement d'occuper le pays. Il y place une administration, des impôts sont prélevés, il y a un véritable contrôle de la population. Est-ce que, selon vous, le M23 a des velléités d'aller plus loin et, par exemple, de tenter de mettre la main sur le Katanga, où se trouve la plus grosse partie des richesses du Congo? Alors, il faut voir deux choses. Vous parlez d'Ouvira, une région que je connais bien. En fait, Ouvira, c'est le cœur d'où est parti le mouvement des Banyamulenge, c'est-à-dire les Tutsis congolais. Parce qu'en fait, officiellement, le M23 est l'émanation de ces Tutsis qui vivent au Congo et qui ont été persécutés à la fin de l'époque Mobutu et qui se sont soulevés, aidés bien sûr par le Rwanda, contre le régime Mobutu et qui ont permis la première guerre du Kivu en 96 quand il y a eu l'offensive qui a renversé le président Mobutu. À Uvira, ils sont quasiment chez eux parce que Uvira, c'est juste en face de Bujumbura et Uvira est au pied du plateau de l'Intombwe. Le plateau de l'Intombwe, qui est un grand plateau qui est sur la rive ouest du lac Tanganyika, et c'est là la zone de départ des Banyamulenge. Parce que les Banyamulenge, c'est ceux de Mulenge, et Mulenge, c'est sur le plateau de l'Intombwe. Et le plateau de l'Intombwe domine Uvira. Donc, ça ne m'étonne pas de les voir descendre sur toute la zone des hautes terres. Vous savez, le Kivu, c'est une, comment dirais-je, c'est une faille. C'est le prolongement de la faille du Grand Rift qui part depuis l'Éthiopie. Et vous avez à l'ouest, à l'est, pardon, vous avez le Rwanda et le Burundi. Et à l'est de cette faille, à l'ouest de cette faille, pardon, vous avez le Kivu, le plateau de Lutombwe. Et au cœur de cette faille, vous avez le lac Kivu et au sud le lac Tanganyika. Bon, au nord, vous avez bien sûr le lac Albert, le lac Édouard. Donc tout ça, c'est le prolongement de la faille, de cette grande faille qui coupe l'Afrique en deux. Donc ça ne m'étonne pas du tout qu'ils viennent sur l'Itombwe, hein, ça c'est clair. En fait, c'est la zone de départ des Banyamulenge. Maintenant, le Katanga, ça c'est autre chose. Tout va dépendre des buts de guerre que se fixe le Rwanda. Si le Rwanda a comme but de guerre de renverser le pouvoir à Kinshasa, il a deux solutions. Ou bien il passe directement par l'ouest et il traverse par le Maniema et il arrive à Kinshasa, ou bien il contourne par le sud, par le Katanga et par le Kasaï. Le problème, c'est que Tshisekedi, c'est un Louba. Et le Katanga, c'est le pays des Louba. Donc je vois mal le M23 se frotter directement aux Louba. Donc toute la question va être de savoir quels sont les buts du Rwanda. Les buts du Rwanda vont-ils être un accord
ménageant la chèvre et le chou pour la création d'une sorte de protectorat, zone d'influence qui ne dit pas son nom dans le Kivu, ou bien décision de renverser le pouvoir à Kinshasa pour mettre un proxy. Par exemple, comme l'avait été Kabila, le père Kabila, avant de se retourner. Ou pourquoi pas le fils, qui est à moitié Tutsi, hein, le fils Oui. Kabila, Et qui qui se est, qui trouve est à à la moitié République. Tutsi. Des bruits courent selon lesquels il serait apparenté à certains membres de la famille de Kagame. Bon, mais ça, ce sont les bruits, vous savez, les Hmm. bruits de la région des Grands Lacs, c'est important. Donc, toute la question est de savoir quelle est la stratégie du Rwanda. Et là, la stratégie, je ne la connais pas. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que le Rwanda ne peut pas renoncer au Kivu. Très Alors, bien. va-t-il le conserver d'une manière coloniale ou va-t-il le conserver d'une manière douce? Hmm. Euh, à quel moment le gouvernement de Kinshasa sera-t-il en mesure d'intervenir pour reconquérir? L'armée congolaise, l'armée zaïroise, l'armée congolaise n'a, depuis son existence, pas souvent fait preuve de sa grande efficacité, de sa grande vaillance. La seule unité qui était valable c'était à l'époque de Mobutu, c'était comment dire, la division parachutiste qui avait été formée par des Français, qui était absolument excellente, mais qui a été prise à revers par les blindés angolais lors de l'attaque de Kinshasa en 96, quand le Rwanda et l'Angola ont renversé le président Mobutu. En fait, tout vient du renversement de Mobutu. En fait, il faut revoir les choses encore plus loin, si vous voulez. Si on veut comprendre il faut voir que nous sommes en présence d'une offense, à l'origine, une offensive anglo-saxonne contre le précaré français. Alors, je veux bien, quand je dis ça, on dit, mais vous êtes complètement en dehors du sujet. Non. Remettons-nous dans le contexte des années 90, 89-90. Dans les années 89-90, les anglo-saxons décident d'évincer la France du Rwanda. Pourquoi l'évincer du Rwanda? Parce que le Rwanda, si vous voulez, c'est un peu le garde-fou du Congo. La France s'était installée au Rwanda et au Burundi pour garder la partie fragile de ce Zaïre de l'époque, qui était le Congo. Et comme tant que Mitterrand était au pouvoir, la manœuvre anglo-saxonne n'a pas réussi, parce que Mitterrand, avec tous les défauts qu'il pouvait avoir, était un homme de culture et un homme qui connaissait la géopolitique. Et quand sont arrivés au pouvoir ensuite les gens de la pseudo-droite, souvent atlantistes, ils ont bien sûr laissé faire la manœuvre, notamment la reprise de la guerre par le FPR Tutsi du président Kagame après l'assassinat du président Habyarimana. Nous étions en période de cohabitation. Mitterrand voulait y aller, c'est très simple, hein. Il suffisait que le premier RPIMA soit droppé, on n'en parlait plus. Mais nous étions en période de cohabitation. La droite n'a pas voulu. La droite avec comment dirais-je, toujours son syndrome atlantiste. Et résultat, la droite n'a pas vu que le Rwanda tombait. Ben, c'était le Zaïre qui allait suivre. Effectivement, le Zaïre a suivi. Et le début du recul de l'influence française en Afrique ne date pas de nos échecs au Sahel. Il date de notre capitulation, de la capitulation de la France devant les ambitions impérialistes anglo-saxonnes, américaines, au Rwanda et au Zaïre, au Congo. Alors, aujourd'hui, Kinshasa crie depuis, en fait, depuis 30 ans au pillage de ses ressources, au massacre de son peuple par le Rwanda ou par des groupes instrumentalisés ou par finalement comme résultante de ce chaos qui permet au Rwanda et à d'autres acteurs de la région de piller les ressources. Pendant ce temps-là, Kigali attire la fine fleur du cyclisme pour les premiers mondiaux de l'histoire en Afrique. Le Rwanda semble agir à une autre dimension que le Congo. D'où vient, selon vous, cette étonnante capacité d'initiative? Tout simplement car nous sommes en présence d'une élite rwandaise, qui est l'élite Tutsi, qui a 1000 ans d'histoire et qui travaille dans la durée. Nous sommes en présence d'un vieil État qui a ses lignes de force, comme auraient dit les marxistes, qui a ses définitions et qui met en avant une politique qui est la politique de son intérêt national. Donc, il faut bien voir que nous avons d'un côté un État historique et de l'autre côté, nous avons des États environnants qui sont des créations coloniales et qui sont des, comment dirais-je, qui sont des mosaïques de population.
Tandis qu'au Rwanda, vous avez cet État rwandais qui, c'est une réalité, donc on peut pas nier, une réalité qui existe depuis le XIIe, XIIIe siècle, avec un État central, avec ses structures, et je dirais, vous voyez, je vais peut-être rentrer dans un sujet qui est compliqué, mais l'historien, ethnologue et ethnographe que je suis peut parler de cela. Journalistes et les gens qui n'ont pas cette connaissance profonde ne comprennent pas. Le Rwanda, l'idéologie officielle du Rwanda, c'est de dire que à l'origine du Rwanda, il y a eu l'éclatement du royaume d'origine, qui était le royaume du Kitara, qui était un royaume qui s'étendait sur l'Ouganda actuel, sur le Rwanda actuel, sur le Burundi actuel et sur tout le Kivu. Et quand, à la fin de ce royaume, quand les successeurs vont arriver, Kanyarwanda, qui est un des fils du souverain défunt, voit son héritage reconnu par ses frères uniquement sur le Rwanda, non pas sur le Kivu, non pas sur l'Ouganda, non pas sur le Karagwé. Et dans la mythologie rwandaise, tout le travail des successeurs sera de rétablir l'héritage de Gihanga. Et l'héritage de Gihanga, c'est le Kivu, c'est le sud de l'Ouganda. Mm. Pour rendre à la vache, car c'est la vache qui est la propriétaire du sol, pour rendre à la vache son pâturage. Rétablir l'héritage qui a été rompu héritage qui a été rompu au XIIIe, XIVe siècle. Alors nous sommes dans la très longue durée. Et si on ne voit pas ça, il y a tout un pan qui échappe à la connaissance. Si on a une approche immédiate, en ne parlant que du M23 et des massacres et du pillage du Congo, on avance en aveugle dans cet écheveau qui est excessivement complexe. Et moi, j'ai écrit ma thèse de doctorat d'État, c'était une thèse en 6 tomes, qui avait pour titre Entre les sortilèges de la vache et les servitudes de la houe, le monde rural dans l'ancien Rwanda. Et j'explique à travers ces 6 tomes comment s'est créée cette société rwandaise à travers précisément ces héritages mythiques qui sont fondamentaux. Fondamentaux si on veut comprendre ce qui se passe dans la région. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez l'opposition ancestrale entre pasteurs et agriculteurs qui se trouve au cœur de l'Afrique. Je voulais votre réaction, je voulais vous parler un petit peu, qu'on parle un petit peu maintenant du Mali, où en effet, vous parliez du Kitara et des royaumes anciens et de la mémoire de ces royaumes. Pour les Peuls au Mali, vous avez le Massina, qui est aussi la référence à un royaume ancien et qui est, comment on va dire, une promesse des djihadistes pour agiter ces populations. Actuellement, au Mali, le JNIM, donc l'ensemble des mouvements regroupés autour d'Adgali et qui a le vent en poupe vraiment en ce moment, est en passe d'opérer une asphyxie pour l'instant économique de Bamako. Est-ce que vous voyez une chute prochaine du régime des colonels et est-ce que vous pensez que le JNIM peut prendre le pouvoir à Bamako? Alors, je vais déjà commencer par une réponse historique. Vous parliez du Massina, vieux royaume, pas du tout. Pas du tout. Le Massina a été conquis par les Peuls dans les années 1850, mais avant, c'était un vieux royaume bambara. Ah, Nous étions là, les agriculteurs. Nous étions dans le grand royaume Bambara, et le royaume Bambara, qui va être le dernier à résister justement à ce djihadisme peul du 19e siècle. Ce qui va expliquer d'ailleurs pourquoi, très rapidement, dès que la conquête française va commencer, pourquoi les Bambara vont s'engager par centaines dans les tirailleurs, car les premiers tirailleurs coloniaux français, ce ne sont pas les Sénégalais, ce sont les tirailleurs maliens, le Soudan français, ce sont les Bambara, car le dernier royaume Bambara n'a succombé sous le coup des Peuls que quelques années avant l'arrivée des Français. Donc, le royaume du Massina, effectivement, va exister. Ça va être un royaume Peul, mais qui est créé dans les années 1850, 1830, 1850. Voilà, première parenthèse. Ça, c'est important, hein.
Il faut C'est toujours remettre important, les... ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que cette référence à une gloire historique est souvent un élément déterminant. Vous le dites dans le cas du Alors, Rwanda. tout ceci fait référence au grand djihad Peul qui ont commencé dans les années 1780 et qui ont été terminés avec la conquête coloniale française et qui vont du Sénégal jusqu'au Niger, quasiment, établir ces grands royaumes Peul. Et c'est la mystique, hein, c'est une mystique qui se retrouve. Alors, c'est très important parce que pour les populations, je parlais des Bambara, pour les populations sédentaires maliennes, qui ont été délivrées de ces razzias par la colonisation française. Nos bons amis, les colonels du Mali et du Niger, devraient avoir un peu de souvenirs historiques, parce que s'ils n'ont pas été réduits complètement en esclavage à l'époque, c'est parce qu'il y a eu la conquête française qui les a délivrés. Bien. Alors donc aujourd'hui, pour ces populations, le djihadisme, c'est le retour de l'impérialisme peul. Mm, C'est le retour de l'impérialisme Peul. Ce qui fait que, là encore, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui si on ne fait pas un recul en arrière. Si on se contente de décrire les massacres des uns par les autres, on n'avance pas. Et c'est pour cela que l'intervention française n'avait aucune chance de réussir. Et moi, je l'ai dit depuis le début. C'est pour ça que j'ai été viré de l'école de guerre de Saint-Cyr et de l'IHEDN, parce que j'ai dit dès le début que ce n'est pas possible. Une intervention militaire ne pouvait pas régler le problème, puisque c'est un problème d'ordre sociologique, ethnique, politique. C'est ni un problème militaire, ni un problème religieux. C'est un problème, j'allais dire, devenu constitutionnel. Comment faire vivre dans un même État artificiel des populations qui ont des rapports démographiques différents et dont les plus nombreux étaient ceux qui étaient dominés par les moins nombreux avant la période coloniale. Donc, le problème est là. Donc c'est un problème qui doit être résolu par les Africains eux-mêmes. Et non, nous ne pouvons pas le résoudre, ce problème. Nous pouvions aider militairement, éviter la chute des emprises, mais nous ne pouvions pas résoudre ce problème, qui est un problème qui remonte au néolithique. Un mm, problème qui remonte au néolithique, avec la confrontation au fur et à mesure des changements climatiques des populations pastorales et des populations agricoles, qui se battent pour ces zones qui sont des zones mixtes, agriculture, pastoralisme, et qui attire les deux populations. C'est un problème qui a plus de 1000 ans d'histoire. mm, Donc, c'est toujours, là encore, l'avantage de l'historien, c'est de remettre les faits en perspective pour les comprendre. Le drame, c'est que les danseurs à claquettes des affaires étrangères en France, tous ces petits rigolos qui sortent de Sciences Po et qui n'ont aucune connaissance de l'Afrique, ont pensé que nous étions en présence d'affaires religieuses. Faux. L'islamisme n'est que la surinfection d'une plaie millénaire. Et ça, si on ne comprend pas ça, c'est même pas la peine de s'intéresser à la question. mm. Alors, les Français sont partis, ceux qui étaient venus libérer, donc vous dites les Bambara et les mettre au pouvoir face. Et les autres, et bien d'autres, et bien d'autres. Voilà, Centrales, etc. bien sûr. Wagner, qui a pris la suite, s'est révélé incapable sur le terrain de remplacer finalement ces Français de Barkhane. Est-ce que les déconvenus subis par cette milice sont les signes aujourd'hui des limites de la prise de contrôle des Russes sur l'Afrique? Moi, je ne crois ni à la prise de contrôle par les Chinois, ni à la prise de contrôle par les Russes. Les Chinois, eux, vont se débrouiller en jouant finement, comme le font toujours les commerçants chinois en Extrême-Orient. Vous qui connaissez bien l'Extrême-Orient, vous voyez comment travaille un commerçant chinois. Un Mm, commerçant chinois ne perd jamais d'argent. mm, Et si le Chinois investit en Afrique, ce n'est pas pour perdre de l'argent. Donc s'il investit, c'est pour gagner de l'argent. Sinon, il n'investirait pas. Quant aux Russes, alors les Russes ont eu un peu le tropisme français. Et ça va être leur échec. Parce que les Russes font avec 20 ans de retard, 30 ans de retard, ce que nous avons fait du temps de ce que l'on a appelé la France-Afrique, qui n'a d'ailleurs jamais existé. Les Russes soutiennent le pouvoir en place. Et en soutenant le pouvoir en place, eh bien, ces pouvoirs en place, qui sont des pouvoirs souvent très minoritaires et très détestés de la population, ils se mettent à dos le reste du pays. Et à l'heure actuelle, le problème militaire des Russes est le suivant. C'est que ils se heurtent, j'allais dire, à ceux qui sont le plus compétents militairement. Ceux qui sont le plus compétents militairement dans ces régions, ben, ce sont les anciens peuples pasteurs et expansionnistes. Ce sont les Maures, ce sont les Touaregs, ce sont les Peuls, qui, eux,
était en train de gagner au moment où s'est faite la colonisation. Car je répète, si la colonisation française ne s'était pas faite, toutes ces populations auraient été totalement mises sous le boisseau, pour ne pas dire en esclavage, par ces populations expansionnistes qui étaient au nord ou au centre avec les Peuls. Donc nous avons ces guerriers au nord qui, en plus, sont soutenus par l'Algérie. Mm. L'Algérie qui considère, d'ailleurs, d'où les rapports très tendus à l'heure actuelle entre le Mali et l'Algérie. Ça va très très mal entre le Mali et l'Algérie. Tout simplement parce que l'Algérie considère depuis toujours toute cette zone comme son arrière-cour. Pourquoi? Parce que la majorité des Touaregs vit en Algérie. Et les Algériens, l'Algérie n'existe pas comme État historique. L'Algérie est une création coloniale, à la différence du Maroc. Vous savez, nous sommes là à peu près comme le Congo, création coloniale, Rwanda, vieil État historique. Algérie, création coloniale, Maroc, vieil État historique. Donc l'Algérie, création coloniale, qui n'a hérité du Sahara qu'en 1962, quand De Gaulle a bien voulu lui en faire cadeau en dépit de toutes les réalités historiques, sait très bien que ces richesses étant au sud, elle ne peut pas se permettre d'avoir un problème avec ces populations touaregs. Donc pour éviter d'avoir un problème avec ces populations touaregs, elle a toujours essayé de déstabiliser toute la partie nord du Sahel, peuplée justement par les Touaregs, de façon à pouvoir garder le contrôle sur ces régions. Et maintenant, un deuxième acteur est intervenu. L'Algérie n'avait pas de rôle à ce moment-là, ce sont les Peuls. Parce que le mouvement est parti, mais les Peuls ne sont pas des nordistes, ce sont des gens du centre qui vivent au centre du Sahel. Donc à l'heure actuelle, nous avons ce mouvement avec Yag Gali. Alors Yag Gali est un personnage très intéressant. Moi j'ai toujours dit, dès le début, sur mon blog, dès le début de l'intervention Serval et Barkhane, j'ai toujours dit, Yag Gali n'est pas le problème, c'est la solution. Il eût fallu à l'époque parce que reprenons comment a commencé la guerre de cette région. Ça a commencé par un soulèvement touareg dans le nord du Mali, les Touaregs voulant une certaine autonomie dans le nord du pays. Nous sommes intervenus pour bloquer la descente des Touaregs vers le sud. Donc les colonels maliens devraient encore dire merci à la France. Nous avons quand même fait tuer une cinquantaine de jeunes Français pour sauver le Mali. Parce que si la France n'était pas intervenue, aujourd'hui, Yaga Gali serait le président du Mali, hein. Nous avons arrêté Yaga Gali à quelques kilomètres de Bamako. Donc, les Russes reprennent exactement cette politique, c'est-à-dire soutien du régime en place contre les populations du Nord. Ça ne changera pas la longue durée historique. Mm. Wagner peut faire ce qu'il veut, il ne fait pas grand-chose parce qu'ils ne connaissent pas le terrain, ça ne changera pas le fait que les Touaregs ne veulent pas être soumis aux populations du Sud. C'est une réalité. Le problème Peul est un problème différent, un problème qui se conçoit différemment, car il y a des différences chez les Peuls. Il ne faut pas parler de l'ensemble du monde Peul. Les Peuls du Cameroun n'ont pas les mêmes définitions que les Peuls du Mali, et les Peuls du Mali n'ont pas tous les mêmes définitions en fonction des régions. Donc, il ne faut pas avoir d'essentialisme avec les Peuls. Attention, hein. Mm. Attention à l'essentialisme. Bah, ils sont dans 15 pays et il y en a même au Nigeria, ils sont un peu partout. Oui, non, pas d'essentialisme. Mm. Oui, donc vous, à terme, vous voyez, si la situation ne bouge pas, c'est presque mathématique, il y aura une chute du régime à Bamako. Moi, ce que je vois, c'est les renseignements que j'ai sur le terrain par mes contacts. La situation au Burkina Faso est dramatique. Alors, Mm. pour le moment, ce qui permet au Burkina Faso de tenir, c'est que le centre du pays est Mossi, Mm. le vieux royaume Mossi. Alors, le centre du pays tient à peu près, mais toutes les périphéries sont perdues. Mm. Toutes les périphéries du Burkina Faso sont perdues. Dans la région du Niger, alors le Niger a perdu toute sa partie ouest vers la région des trois frontières. Mm. Alors, pour le moment, les Touaregs ne bougent pas dans le nord du Niger. Les Toubous ne bougent pas trop non plus dans le nord-est du Niger. Donc, le Niger a de gros problèmes dans toute cette région des trois frontières. Le Mali, lui, est dans une situation très sérieuse. Le Mali, lui, est en face des Touaregs. En fait, au Mali, surtout, ce sont les Touaregs au nord, avec Agué Gali, qui a refait l'union des Touaregs
Et militairement, Wagner ne fait pas le poids. Wagner et le gouvernement malien s'en sortent par le bombardement, par, comment dirais-je, la dispersion des populations, etc. C'est vraiment, on se retrouve très exactement dans la situation qui était celle au moment de l'indépendance, dans les 2 années qui ont suivi l'indépendance, en 62-63, quand à l'époque de Modibo Keïta, le Soudan français, donc le Mali, a fait sa guerre des Touaregs en massacrant les populations touaregs dans le nord, et ces populations touaregs se sont réfugiées en Algérie. Là, nous sommes dans une situation qui est semblable à cela. Avec une petite différence, c'est que le régime algérien est très affaibli à l'heure actuelle. Ça va très mal en Algérie, au sein de l'establishment militaire. Et l'Algérie, jusqu'à quand l'Algérie va-t-elle vraiment pouvoir soutenir les Touaregs? D'autant plus qu'en soutenant les Touaregs, l'Algérie se met à dos son allié russe, car nous voyons que l'Algérie et la Russie se trouvent à front renversé dans toute cette partie, tant en Libye qu'au Mali. Donc là, une affaire à suivre, c'est une affaire très délicate à suivre et à suivre avec finesse. Bernard Lugan, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Vraiment, avec vous, on a l'impression que les choses s'éclairent dans un océan de complexité que sont ces divers conflits, que tant au Kivu que au Mali. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que votre analyse sur le Kivu se trouve dans le dernier numéro d'Omerta Magazine qu'on peut trouver en kiosque, analyse sur le Kivu, le Rwanda, la région des Grands Lacs passionnante. Le numéro d'Omerta, on peut le trouver dans tous les kiosques. Congo, silence, on tue, dans 5000 points de vente en France. Voilà. Merci beaucoup Bernard Lugan. Quant à vous, j'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez pour la prochaine édition du Grand Entretien. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.